C'est un véritable plaisir de vous accueillir dans cette bibliothèque Mazarine. Je suis Marie Viseau du Figaro. J'ai le plaisir de passer cette heure et demie avec vous et en compagnie de nos intervenants. Je me dois de vous rappeler en préambule quelques règles Covid, même si vous y êtes très habitués. Respect des gestes barrières. On essaye de garder le masque pendant la séance. Si vous avez besoin de respirer, vous pouvez l'enlever à l'intérieur. On essaye autant que possible de s'espacer un tout petit peu, une chaise sur deux, ce serait l'idéal. On essaye. Voilà, pour ce qui est un petit peu de sanitaire en préambule, je m'en excuse, mais c'est nécessaire. Je voulais juste vous rappeler également qu'une librairie située dans la 2e cour de l'Institut permet d'acheter les livres des intervenants et des dédicaces y ont cours pendant toute la durée de l'événement. Et je voulais vous rappeler également que les débats sont en streaming sur le site rencontrecapital.com. N'hésitez pas à dire à vos amis, collègues, confrères qui sont restés chez eux qu'ils peuvent y accéder. Voilà, les rencontres capitales, c'est le grand débat d'idées de l'Institut de France qui vous propose depuis 10 ans de dialoguer directement avec ceux qui pensent et changent le monde, académiciens, personnalités publiques, penseurs et acteurs scientifiques, économiques et culturels. Tous vont avec vous décrypter les mutations profondes de notre société. Nouveauté à partir de cette année, ces échanges riches, transgénérationnels et pluridisciplinaires sont pensés pour servir d'inspiration aux futurs travaux des académies et aux organismes de recherche qui sont associés cette année à l'événement. Enfin, information importante, une partie de ce débat, comme tous les autres, ont été préparés avec un panel d'étudiants. Alors, la ville de demain, puisque c'est le sujet qui nous anime cet après-midi tous ensemble. Alors, souvent, ce sont les films de science-fiction qui nous la décrivent de la manière la plus spectaculaire possible. Hyper urbaine, traversée de voitures volantes et autres taxis autonomes. Hein, on s'imagine tous ces scènes de cinéma. Bon, force est de constater aujourd'hui que tout cela n'est pas d'actualité. Oui, nos villes et plus largement nos territoires ont changé. Mais pas à ce point-là. Et si l'urbanisme et les transports ont toujours occupé une place prépondérante, comme je vous le disais dans la science-fiction, c'est qu'ils rendent compte du fonctionnement de la société, de notre rapport aux autres, de notre rapport au temps et à l'espace. Et si l'organisation des villes, encore une fois, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, n'a pas été fondamentalement bouleversée, des changements profonds, mais moins notables. Hein. Nous n'avons pas les taxis qui volent, moins visibles en un coup d'œil, sont quand même produits et ont redessiné les territoires. Le numérique a redéfini avec la démocratisation d'Internet et de ses usages notre rapport au temps et à l'espace, comme je vous le disais tout à l'heure. Et les décisions fortes prises par le gouvernement de confiner plusieurs millions de Français il y a quelques mois n'auraient pas été possibles tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel si, sans l'apport des télécommunications, on s'en est tous bien rendu compte. Si le numérique nous permet en quelque sorte d'approcher du don d'ubiquité, vous êtes ici à participer à ce débat, mais ceux qui sont chez eux et même à l'autre bout du monde peuvent également y participer en restant chez eux. Ces usages pourraient transformer encore davantage le paysage urbain dans les prochaines décennies. Véhicules autonomes, télémédecine, intelligence artificielle, nous ne sommes qu'aux prémices de changements bien plus profonds. Au-delà des villes, la démocratisation de l'avion et le développement du TGV ont également profondément transformé les territoires et leur organisation, puisqu'il est aujourd'hui, vous vous rendez tous compte, parfois plus facile de se rendre dans une ville de province ou une capitale étrangère, plutôt que dans une ville de banlieue un peu lointaine et mal desservie. Tout ceci nourrissant des envies d'exode urbain de nombreux citadins. Alors cette tendance va-t-elle s'inscrire dans le temps, au point de redessiner les territoires ? Quel est le futur de la ville ? Quel est le futur de la ville durable ? C'est de tout cela, je ne vais pas être plus longue, c'est de tout cela dont nous allons parler, c'est de ces sujets que nos intervenants vont discuter avec vous cet après-midi. Je vous présente tout de suite le panel très prestigieux qui nous accompagne et qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons Dominique Perrault, qui est architecte et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Laurent Schild, alors je ne suis pas dans le bon ordre, mais vous allez vous y retrouver, qui est fondatrice de LSRE, l'immobilier qui prend soin de la planète, pour résumer les choses.
Jean-François Monteils, qui est président de la Société du Grand Paris, Hervé Lebras, qui est démographe et directeur d'études à l'EHESS, et Jean-Robert Pitt, géographe et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà, vous savez tout pour cette introduction, c'est maintenant eux que vous allez entendre, eux que vous avez envie d'écouter. Jean-Robert Pitt, avec votre regard d'historien et de géographe, c'est vers vous que je me tourne en premier. Pouvez-vous, avant que l'on réponde à la question qui est posée à proprement parler dans l'intitulé de notre table ronde, nous décrire l'évolution de la ville et de ses fonctions à travers les âges? Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas très bien ce que sera la ville demain. J'espère qu'elle aura surtout, et ça dépend de nous tous, et bien entendu des gens qui nous aident, les urbanistes, les aménageurs, qu'elle sera pleine de sens, d'attractivité, de séduction. La ville a été créée donc il y a fort longtemps dans plusieurs endroits de la planète, en particulier donc au Moyen-Orient. C'est notre ville ancestrale, si je puis dire, celle qui est la ville qui est à l'origine de ce que nous concevons comme ville. Mais il y a aussi un modèle chinois, un modèle précolombien, aztèque ou maya. Mais dans tous ces cas-là, la ville, à l'origine, est un espace sacré. C'est l'endroit où l'on installe ses dieux. Et on se regroupe autour de ces dieux. Alors après viennent effectivement le commerce, des fonctions matérielles importantes que remplit éminemment la ville, le pouvoir politique, etc. Mais d'abord, on installe les dieux. Pensez à la ville d'Athènes, elle a été bâtie. Alors certes, il y a le forum, qui est l'endroit où on se rencontre, où on fait du commerce, où il y a l'apnix, il y a des lieux de l'exercice du pouvoir politique, mais le cœur même d'Athènes, où d'ailleurs personne ne pénètre sauf les prêtres et les dirigeants de la cité, c'est l'acropole. C'est là où résident les dieux. Et quand on est croyant et qu'on habite auprès de ces dieux, à l'ombre de ces dieux, c'est extraordinairement suggestif et on est rempli de bonheur d'habiter dans un espace aussi important. Même si par ailleurs il y a des problèmes de promiscuité, des problèmes d'hygiène, des problèmes d'approvisionnement, etc. Ce modèle d'espace sacré a vécu, je dirais, pour l'Occident, je ne vais pas parler de l'Extrême-Orient ou de l'Amérique latine ici, jusqu'à la Renaissance. Jusqu'à la Renaissance, la ville est sacrée. En fait, l'agora grecque et l'acropole, qui existent dans beaucoup de villes du monde grec, ou dans le monde mésopotamien, ou bien entendu dans d'autres civilisations du Proche-Orient, comme Jérusalem, par exemple, à l'ombre du temple de Jérusalem, se transfère au monde romain. Et c'est donc le cœur de la ville, c'est le forum. Et qu'est-ce qu'un forum? C'est pas d'abord un lieu de commerce ou d'échanges sociaux. C'est d'abord le lieu où l'on vénère la triade capitoline. Et donc, quand on habite à proximité d'un forum ou quand on vient sur le forum, on est saisi de stupeur presque. C'est un moment extrêmement important. Et donc la ville est orientée en fonction du soleil levant le jour de la fondation. Donc c'est bourré de symboles qu'aujourd'hui on comprend, enfin on connaît intellectuellement, mais qu'on ne vit pas intérieurement. Alors qu'on le vit à l'époque, le Moyen-Âge occidental, eh bien, le cœur de la ville, c'est la cathédrale. C'est la cathédrale qui est un lieu où tout le monde se retrouve, qui est en fait un néo-forum. La cathédrale, c'est exactement le modèle du forum, orienté aussi vers le soleil levant, le Christ, lumière du monde, etc. Et vivre à l'ombre d'une cathédrale. D'ailleurs, ça marche encore. La preuve, c'est que quand Notre-Dame a brûlé, que les gens soient croyants ou pas, ils étaient en larmes. Tellement c'est resté quand même marqué dans les imaginations que c'est un lieu sacré. Bon, je veux pas être trop long parce qu'on est beaucoup à intervenir, mais ensuite arrive la Renaissance. Et là, pour moi, il y a un petit basculement, c'est que bien entendu la ville reste un espace sacré, en plus en Occident les gens restent croyants, qu'ils soient catholiques ou réformés ou un peu plus à l'est orthodoxes, mais le pouvoir politique veut s'exprimer, veut être présent dans la ville. Et on commence à bâtir des quartiers urbains autour de la statue du roi, autour du palais du prince, etc. Et donc la valeur sacrée diminue un peu au profit de la valeur politique. Et on le voit bien avec les villes nouvelles de la Renaissance italienne, avec les places royales en France, avec la ville de Versailles. Regardez le château de Versailles. Le cœur de la ville, du château et du parc, ça n'est pas la chapelle, comme la cathédrale l'est dans une ville du Moyen-Âge, c'est la chambre du roi. C'est la chambre du roi, c'est-à-dire le lieu même d'exercice du pouvoir politique et de la transmission de la légitimité dynastique par le lit du roi. C'est le lit du roi qui est le cœur de la ville.
C'est quelque chose de totalement nouveau. Bon. Donc je passe sur toute cette période, et puis arrive la révolution industrielle. Et là, avec la révolution industrielle, on a quelque chose d'autre, je ne sais pas si mes confrères, amis, collègues partageront ce point de vue, qui est l'utilitarisme. La ville devient un espace de production, un espace de commerce, un espace de production industrielle, un espace de banque, etc., de fonctions très importantes pour la vie économique, mais elle perd ses significations antérieures. Donc il me semble qu'il y a à la fois un enrichissement incroyable sur le plan des fonctions de la ville grâce à ces nouvelles fonctions, mais au fond, petit à petit, elle se rapproche, alors je vais peut-être choquer mon voisin, mais de ce que Le Corbusier a appelé pour la maison d'habitation, mais la machine à habiter. Quand la ville devient une machine à habiter, est-ce qu'on a vraiment du bonheur à habiter en ville? Est-ce qu'on a envie d'habiter en ville? Là, vous disiez tout à l'heure, avec la Covid, tout ça, les gens ont envie d'aller habiter à la campagne, c'est plus pratique, etc. Mais c'est surtout parce que peut-être que la ville a cessé de leur parler. Alors quand on a la chance d'habiter au cœur d'une métropole ancienne, comme Paris évidemment, mais il y en a plein d'autres en Europe, il y a toujours les significations antérieures demeurent très 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 présentes dans nos cœurs et dans nos imaginaires. Vous dites je vous coupe, pardon, nos villes manquent d'âme. Oui, bon, je vais prendre la caricature même de ville, qui est l'anti-ville. Peut-être elle est en train de le devenir maintenant, j'espère, en tout cas qui est Sarcelles. C'est vraiment, il y avait un besoin de logement énorme dans les années 50, fin des années 50, donc on a bâti un ensemble de maisons avec des appartements, avec du soleil toute la journée, de l'eau à tous les étages, des ascenseurs, etc., mais sans âme. Et la preuve, c'est que la sarcellite, c'est la maladie du citadin qui n'aime pas sa ville, qui est obligé d'y habiter. Et aujourd'hui, qui veut habiter dans l'un de ces 170 grands ensembles qu'on a bâtis dans les années 60-70 pour donner un logement aux gens, sauf qu'on leur a pas donné d'âme. Donc moi, j'aimerais que la ville de demain, pour conclure, pardon, j'ai été trop long, mais que la ville de demain retrouve, d'une manière ou d'une autre, ce supplément d'âme qui est indispensable et qui fait qu'on a envie de ville. Pour le moment, on a envie de ville si on est privilégié. Malheureusement, on n'est pas tous privilégiés en habitant le centre des villes. Alors merci, oui, effectivement, vous avez été trop long, mais on a quand même envie de vous demander après ce descriptif que vous venez de me faire, est-ce que ça passe notamment par le goût de vivre ou de revivre ensemble la solution à cette situation? Mais oui, mais ça s'invente pas. Bien sûr qu'il n'y a pas de ville si on n'a pas envie de vivre ensemble. Il n'y a pas non plus de pays, il n'y a pas de nation. La nation, c'est le vivre ensemble. Et la ville, c'est le vivre ensemble avec un fort sentiment d'appartenance. Et je regrette qu'aujourd'hui, ce soit un tout petit peu trop fondé sur le patrimoine. Ce qui plaît aux gens en ville, souvent, c'est le patrimoine, c'est-à-dire l'héritage du passé. Qu'est-ce que nous créons aujourd'hui au XXIe siècle pour donner envie de ville? Merci. Hervé Lebras, dans vos travaux et vos recherches, vous montrez, comment la ville se façonne aujourd'hui. Et par exemple, vous montrez que les jeunes se concentrent dans les grandes villes, c'est bien ça, et que finalement tout ça s'organise autour de catégories plus ou moins marquées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, pardon. Merci pour votre question. Oui, c'est plutôt un constat qu'une explication. Si vous prenez la proportion des personnes qui ont entre 18 et 25 ans actuellement, elles se concentrent de plus en plus dans les grandes villes, particulièrement dans les grandes villes universitaires. Pour vous donner un chiffre, à Rennes, à Montpellier ou à Toulouse, plus de 20% de la population est constituée par ces jeunes. Et si ces jeunes sont là, c'est qu'aussi le cycle de vie a beaucoup changé. Quand vous étiez jeune en je vais prendre 1973, vous verrez pourquoi peut-être, une femme avait son premier enfant à 23 ans et demi en moyenne, et un garçon à 25 ans et demi, puisqu'il y a un petit décalage. Et maintenant, c'est 28 ans et demi et 30 ans et demi. Donc, il y a une période de vie une large période de vie qui s'est dégagée. Ça a été essentiellement dû au fait qu'après la crise du pétrole, c'est pour ça que j'ai pris 1973, les jeunes Français font précipiter vers les études dans l'idée que le chômage, on pouvait lutter avec le chômage en faisant des études. C'était une très bonne idée. Simplement, ça a été massif et les études prennent du temps. Et donc, progressivement, le fait de constituer une famille a reculé. Et il est à l'âge que vous voyez actuellement. Au fond, la famille commence à apparaître à la trentaine. Et je crois que c'est très important pour l'avenir des villes parce que ça veut dire que
la jeunesse, le moment, au fond, la première partie de la vie adulte, le moment où on entre dans la vie adulte, aura été vécu dans des grands centres-villes et dans des grands centres-villes universitaires. Et il en restera dans le reste de la vie, je pense, une trace assez importante. On aura formé des urbains complètement. Pour vous donner, j'aurais dû le dire au début, mais pour vous donner le contraire, actuellement, dans les cantons les plus ruraux, on compte moins de 4% de personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc le contraste est extraordinairement important. Et ceci crée aussi, c'était un thème sur lequel j'ai travaillé, ceci crée une ségrégation qui est importante, parce que quand les jeunes ont commencé à faire leur famille, l'espace c'est pas suffisant dans les villes, donc ils vont vers les banlieues de plus en plus lointaines, vers le périurbain. Et si vous prenez le périurbain des grandes villes, vous voyez que la classe d'âge dominante c'est 30-50 ans. Et puis ensuite, ça continue. C'est une fois qu'on est arrivé à l'aube de la retraite, on va s'installer assez souvent en province, et si possible pas trop loin de la mer. Les côtes françaises actuellement attirent énormément la population, c'est les plus fortes croissances. Et puis on vieillit encore, et là, à peu près arrivé vers 80 ans, on commence à être soucieux de sa santé, et donc on se rapproche, on va dans une ville moyenne ou dans une petite ville, là où il y a un bon hôpital. Et donc il y a un cycle de vie qui a une conséquence, et c'est peut-être juste le point sur lequel je voulais insister, c'est que ça conduit à une ségrégation des classes d'âge, de plus en plus. Et on voit cette ségrégation monter au cours de ces dernières années, et cette ségrégation, malheureusement, est le pendant des ségrégations sociales. Quand il est question d'avenir de la ville, pour moi, le plus gros problème qui se présente dans les villes, particulièrement dans les villes européennes, mais aussi américaines, c'est la ségrégation sociale, ce que un urbaniste de l'Université de Californie, Manuel Castells, a appelé la ville duale, c'est-à-dire de plus en plus une séparation des classes sociales, et puis se branche là-dessus le problème de l'immigration. Si vous avez vu la dernière étude de France Stratégie, c'est très nettement un des problèmes majeurs à venir dans les villes. Donc je participe à l'enthousiasme par lequel vous avez commencé avec ces taxis volants et autres, mais il ne faut pas oublier quand on fait de la sociologie ou de la démographie, il y a ces problèmes-là qui sont aussi devant nous. Et je rebondis sur la notion de cycle de vie et des choix que cela engendre de la part des citoyens pour s'installer et vivre. Il y a quelque chose qui apparaît, c'est les bilocalisations. Hein, on a une ville de travail, et puis une ville où on fait du télétravail. Hein. On a découvert qu'on pouvait être beaucoup plus libre dans son travail ces 2 dernières années. Est-ce que tout ça peut remettre en cause ce qui était ce cycle de vie établi? Est-ce que vous constatez par rapport à l'installation dans les villes? C'est possible. Je pense qu'avec le Covid-19 et avec donc le confinement, les Français ont fait, pas seulement les Français, presque toutes les populations des pays industrialisés ou des pays développés ont découvert qu'il pouvait y avoir de la liberté au travail. Au fond, ils l'avaient oublié. Et ils ont fait monter cette valeur, et donc ils se sont désintéressés des métiers qui ont à horaires contraints. Vous avez vu un peu partout, on manque de cuisiniers, on manque de chauffeurs-livreurs, on manque d'aide à la personne, et ça a été soudain. On aurait pu penser qu'au contraire, avec la reprise, ces métiers allaient attirer, comme auparavant, des travailleurs, et ça n'a pas été du tout le cas. Et cette recherche de liberté dans le travail va s'accentuer, et elle est, vous l'avez dit, elle est un exemple fort en est le développement des doubles résidences. De plus en plus, on voit apparaître des personnes qui travaillent une moitié de la semaine dans à la campagne, éventuellement si elles avaient une maison, une résidence secondaire, et puis qui passent l'autre moitié de la semaine parce qu'il faut des contacts humains. On peut pas vivre seulement comme on a un petit peu fait avec Zoom et avec Skype. Donc ces personnes-là vont faire des va-et-vient. Ça pose beaucoup de problèmes, et
il se peut que ça soit là, à nouveau une modification dans le cycle de vie, ou au moins une modification des mœurs, qui sera peut-être aussi importante que celle que j'ai signalée à l'époque de 1973. Au fond, on aura vécu la seconde grande crise de l'après-guerre. Les crises comme la crise financière de 2008 n'ont laissé aucune trace sur les mœurs, du moins quand on considère les questions démographiques. En revanche, cette crise-là risque de laisser cette trace importante sur les mœurs. Ça veut dire cette bilocalisation, ça veut dire recherche d'appartements plus petits dans les villes, par exemple. Ça veut dire augmentation des circulations, ça veut dire réseau de haut débit. Enfin, il y a énormément de points qui sont liés à ce développement, et on est un peu en retard par rapport à des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, parce que comme ils étaient beaucoup plus denses, et qui sont beaucoup plus denses, ça s'est développé plus vite. Oui, ça souligne toutes les questions d'infrastructures au sens large qui en dépendent. Qui en dépendent. Et la transition est toute faite, du coup. Jean-François Monteils. Avec vous, on va rentrer dans le dur, si j'ose dire. Vous allez rappeler votre rôle, bien mieux que je ne le ferai, mais vous, avec ce métro Grand Paris Express, que vous êtes chargé de concevoir et de réaliser, vous avez la main sur une partie de l'urbanisme et de la mobilité de demain. Alors, comment on gère cet enjeu ? Votre question confirme que la pression est forte. Donc effectivement, je dirige la Société du Grand Paris, qui est le maître d'ouvrage, qui au nom de l'État est chargé, plus tout à fait de concevoir, enfin a été chargé de concevoir, en tout cas de réaliser le Grand Paris Express, qui est ce métro dont j'ai envie de dire, en rebondissant sur l'intervention de Jean-Robert Pitt, qu'il relie Versailles avec les Antilles. Et c'est une partie de ce que je pourrais commencer à répondre en lien avec les interventions précédentes. Je suis évidemment très loin de penser que ce qu'on est en train de faire, je viens tout de suite après à ce qu'en sont les difficultés, que ce qu'on est en train de faire constitue un ensemble de réponses magiques à toutes les problématiques qui viennent d'être évoquées. Mais c'est quand même intéressant de se représenter que dans le Paris initial, qui date sans doute d'avant 2010, mais qui se concrétise avec la loi de 2010 sur le Grand Paris, qui crée la Société Grand Paris, enfin qui définit l'objectif du Grand Paris comme un projet urbain, c'est les premiers mots de la loi. On tente de répondre à quelques-unes des questions qui sont ici soulevées, et il n'y en a finalement pas une seule qui ne fait écho à des problématiques qu'on rencontre tous les jours. Voilà, le lien entre les générations, la capacité pour les personnes qui travaillent dans les services à relier de manière pratique l'endroit où ils travaillent. Enfin bref, la philosophie d'entrée de ce réseau du Grand Paris Express est de tenter de répondre à des questions d'abord urbaines. Il s'agit évidemment de construire un métro, mais de rentrer dans les questions d'urbanisme. Alors peut-être pour donner un premier élément de réponse à votre question, c'est un projet urbain, mais c'est avant tout un projet politique. Et quand on parle d'urbanisme, faut, je pense, toujours se rappeler qu'on va immédiatement, non pas être confronté, mais devoir profiter d'une situation institutionnelle qui fait que les décideurs sur les questions d'urbanisme sont des élus. Et les décisions en matière d'urbanisme sont des décisions politiques. Donc quand on va travailler pour la Société du Grand Paris sur les questions urbaines, parce que nous avons aussi ceci à faire, je pourrais le développer si vous le souhaitez, dans les quartiers des gares que nous construisons, 68 gares tout autour de l'Île-de-France. Quand nous devons travailler sur ces questions urbaines, évidemment que nous essayons de nous irriguer avec des réflexions du type de celles qui se déroulent autour de ces tables. Mais nous devons ensuite les combiner avec un schéma institutionnel qui fait que la décision ultime sera une décision politique, et tant mieux, on est dans une démocratie, c'est à ça que ça sert. Mais c'est cette combinaison entre des contraintes techniques, des réflexions de nature scientifique, philosophique ou autre, qui amènent à concevoir la ville, ou plutôt la métropole pour nous de demain, et puis des aspects institutionnels qui font qu'on va essayer de faire ça d'une manière qui soit sinon concerté avec la population, mais aussi, pourquoi pas, en tout cas, s'inscrivant dans un processus démocratique. Donc si je devais donner un premier élément de réponse à votre question, les difficultés pour mener à bien cette tâche, qu'il s'agisse du réseau stricto sensu ou de toutes ces extensions qui vont faire l'urbanisme de demain et d'après-demain, le premier sujet, c'est de combiner des
contraintes ou en tout cas des injonctions différentes et de travailler sur un mot qu'on aime bien dans ce milieu d'ingénieurs, c'est le mot d'interface. C'est-à-dire qu'il faut faire l'interface entre les contraintes techniques, les décideurs politiques, les nécessités de réflexion et tous ces aspects-là. Alors, une fois qu'on a passé les contraintes, eu les idées, comment on passe à l'acte ? Au risque d'être un peu caricatural, je dirais, on essaie déjà de passer à l'acte vite. Parce que une des questions auxquelles on va être immédiatement confronté, c'est celle du décalage entre la conception et la réalisation. Et en particulier, le décalage entre les fondements, les sous-bassements intellectuels qui ont permis d'envisager, de fabriquer ce réseau, ces gares, ces quartiers, et de le dessiner comme il l'a été, et le moment où il va sortir de terre. Et là encore, mais ça me ramène à votre question précédente, la difficulté, si je devais donner le point commun des difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, c'est celle du hiatus entre des données de départ dont un nombre infini d'interlocuteurs nous disent aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes bien certain que quand vous avez conçu le réseau entre 2010 et 2011, vous aviez pris en compte la crise Covid? La réponse est assez simple, non. Est-ce que vous avez pris en compte le développement du télétravail? Réponse, non. Ce qui nous entraîne vers un autre sujet, mais je sais que d'autres, en particulier mon ami Dominique Perrault en parlera beaucoup mieux que moi, d'autres sujets qui tournent autour de la possibilité de mutabilité de ce qu'on fait, ou en tout cas du compte très vigilant qu'on doit tenir de l'absence d'irréversibilité de nos décisions. Ça, c'est vraiment un point pour moi très très important. Dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui va être irréversible? Il y a des choses qui vont être irréversibles. Si on met la gare de Villejuif à cet endroit-là, je ne la cite pas par hasard, si on met cette gare à cet endroit-là, on ne va pas la déplacer. Donc il faut que cette décision irréversible soit bonne. Mais tout autour, il va y avoir plein de choses qui vont faire que oui, c'est une gare qui va bien fonctionner. Je ne la citais pas par hasard avec Dominique Perrault, mais pas non plus par rapport à ce que vous évoquiez, Monsieur Pitt, sur, par exemple, des sujets médicaux. Voilà, cette gare va être directement connectée à un très grand hôpital de niveau mondial. Est-ce que les aménités qu'on crée, les circulations qu'on crée pour relier l'un à l'autre vont anticiper suffisamment bien sur ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et laisser la possibilité de faire des choses plus intelligentes quand il sera le moment de les faire. Il y a une notion qu'on aime beaucoup dans ces sujets d'ingénierie, qui est la notion de réservation. Donc on essaie de faire des réservations. Et si je devais, là encore, dire un peu comment je conçois, de manière un peu trop intellectuelle pour mon métier, la façon dont j'essaie d'envisager les choses, je dirais, gardons toujours des réservations. Alors Dominique Perrault, justement, quand nous nous sommes parlé pour préparer ce débat sur la ville, vous m'avez dit « je veux parler de ce qu'il y a sous la ville ». Parce que le monde souterrain, c'est aussi une ressource. Alors en quoi ce monde souterrain est à ce point une ressource pour que sur un débat sur la ville, vous nous parliez de sous la ville? Alors peut-être, on peut faire le voyage du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Là, commençons par le plus grand, qui est aujourd'hui très, très compris comme un élément fini, qui s'appelle la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, peu ou prou, l'humanité est consciente que son monde est fini. Et on ne peut pas déclarer qu'on va armer 3-4 bateaux pour aller prendre un peu l'air sur un territoire, pour le conquérir, et voilà. On ne peut pas non plus arguer aujourd'hui, comme entre autres l'urbanisme américain l'a beaucoup fait, je construis quelque chose, une fois que c'est obsolète, ben je le laisse mourir de sa belle mort sur place et je construis autre chose à côté. Donc il y a une perception de la planète liée à la crise sanitaire, mais liée aussi à des questions migratoires qui ont été évoquées tout à l'heure. Les chiffres de l'ONU évaluent à 150 millions de migrants, de migration tout au moins jusqu'en 2100. Donc il y a là vraiment des sujets qui sont des sujets que la ville, je dirais, doit être prête à accepter et à accueillir. Et donc cette notion pose la question des territoires, parce que la ville, qui est un ensemble qui a vécu de tout temps avec une voracité absolument, je dirais, insatiable, de dévorer des territoires et donc de dévorer de la nature, de dévorer des ressources. La ville aujourd'hui
doit, et je pense que c'est plutôt un sujet extrêmement intéressant, se suffire à elle-même en termes de surface. C'est-à-dire, ça suffit, les villes qui se développent comme une tache d'huile et qui vont encore consommer, donc plus d'infrastructures, plus de fatigue, plus de coûts, etc. Donc il y a là une perception du monde qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'on est dans une humanité qui n'est plus extravertie, mais qui est obligée de trouver ses ressources à l'intérieur d'elle-même. Alors c'est pour ça que certains commencent à aller faire des petits voyages dans l'espace, d'autres vont faire des choses dans la mer, et il y a aussi la Terre. Et la Terre, effectivement, est un élément de ressources. Cette Terre, elle a été investie de façon, je dirais, harmonieuse. Il y a eu des exemples avec effectivement le panorama historique de Jean-Robert Pitt, mais jusqu'au 19e, où il faut dire qu'au 19e, la ville européenne, c'était sublime. C'était vraiment une ville qui était pensée entre l'imagination technique, donc l'imagination de l'ingénierie, et l'architecture et les paysages. Ensuite, il y a eu effectivement le mouvement moderne qui, lui, avait quand même quelques qualités, puisque c'était quand même le bras armé du progrès, et quand même dans les gazettes, aujourd'hui tout le monde le nie, mais dans les gazettes, toutes les semaines, on construisait 3000 logements, ce qu'on est strictement aujourd'hui incapable de faire, alors qu'on est beaucoup plus développé, on a beaucoup plus de capacité normalement entre guillemets à produire, certainement pas, puisque évidemment ça se fait pas. Donc il y a bien un sujet de questionnement sur cet objet ville qui doit trouver ses ressources à l'intérieur d'elle-même. À l'intérieur d'elle-même, c'est effectivement cette notion qu'évoquait Jean-François Montiel, c'est-à-dire il faut créer de l'inachevé, ou tout au moins il faut mesurer l'inachevé. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a cette notion du patrimoine comme un élément qui est sacralisé avec une dimension de restitution, et certes important du point de vue de la culture, mais c'est largement insuffisant par rapport au sujet qui nous préoccupe, qui est quand même d'héberger les gens, qui de leur permettre aussi de retrouver un mot pour moi ça se résume à un mot: la confiance. C'est-à-dire que la ville était un lieu de confiance. Aujourd'hui, la ville est un lieu d'angoisse, d'inquiétude. Elle est trop chère, elle est fatigante, on peut pas y aller, elle est dangereuse, etc., etc. Donc il y a là quelque chose qui est très très intéressant, parce que il faut qu'on ait une connaissance de cette ville, mais pas une connaissance analytique comme on l'a eu avec les études urbaines brillantissimes d'il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut une connaissance en data. Il faut savoir ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui est libre, ce qui est pas libre, etc. De façon à ce que, justement, cette infrastructure, j'en viens au dessous, parce que le dessous, c'est effectivement un lieu de ressources. Je prends l'exemple des parkings, qui est un exemple assez facile à comprendre. Il y a sur la planète des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres carrés de parkings qui vont être sous-utilisés ou qui seront utilisés différemment. Ils sont à nos pieds, ils sont là. Et en plus, ils sont dans des situations exceptionnelles. Ils se trouvent devant la cathédrale, par exemple, pour ne citer que celui-ci, mais ils se trouvent aussi dans des lieux qui sont des lieux, je dirais, d'une proximité réelle, physique, immédiate pour ceux qui vivent dans la ville et ceux qui pratiquent la ville. Donc, je pense que cette notion d'infrastructure, il faut qu'elle redevienne un réseau. L'infrastructure, pendant tout le XXe siècle, a plutôt été développée par un système de commande autiste. C'est-à-dire, il y en a un qui fait un métro, il y en a un autre qui fait un égout, il y en a un autre qui fait une canalisation électrique, etc. Il y en a un autre qui fait un parking, et tout ça est parfaitement muré l'un par rapport à l'autre. L'idée étant que cet épiderme, il ne s'agit pas d'aller habiter dans le sous-sol, c'est pas du tout le propos. Il ne s'agit pas non plus d'aller profondément dans le sous-sol. Il s'agit que cette couche, si je peux dire un peu superficielle, se mette à fonctionner entre elles-mêmes, mais aussi par rapport au développement urbain et au développement de l'architecture. Donc l'image de l'arbre avec un système racinaire est quelque chose qui me semble assez juste et assez compréhensible. Et donc il y a là évidemment des lieux, des potentialités, vraiment une richesse qui est à portée de main et dont il faut que l'on s'en empare, mais on peut pas s'en emparer en dessinant des petits traits noirs sur un papier blanc, quoi. Et là, on doit, et l'époque le permet, il faut passer avec des éléments d'intelligence artificielle. Il faut programmer. La ville est devenue un programme.
La ville, alors c'est pour ça que je réagissais sur le visage de la ville lorsque vous m'avez parlé. Il ne s'agit pas que la ville soit sans visage, il s'agit plutôt que la ville est née d'une programmatique, d'une programmation, et cette programmation, en plus, elle peut être démocratique, elle est partagée, etc. Donc on est dans une autre dimension, et c'est ça la richesse de la ville, et le talent, nos talents à tous, c'est de transformer cette data en confiance, en beauté, en lieu à vivre, etc. Voilà, ça, je trouve que ça mérite de vivre quand même 2-3 vies pour je dirais, entamer le sujet, quoi. Vivons tous 2-3 vies. Merci beaucoup, Dominique Perrault. Alors, je ne vais pas oser dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout ce dont nous venons de parler ne pourra se faire que dans le respect de la transition écologique. C'est un fait désormais, une réalité aujourd'hui. Alors vous, Laurent Schied, vous avez travaillé chez un promoteur immobilier totalement classique pendant 10 ans. Et puis un jour, vous en êtes venu à créer votre propre activité parce que vous vouliez faire changer les choses dans ce domaine-là. Alors déjà, tout simplement de votre point de vue, comment fait-on pour changer les choses? Et puis peut-être vous demandez aussi quels sont les freins. Alors en fait, on a dit beaucoup de choses. On a parlé d'âme, on a parlé de spiritualité. On a parlé de racines, on a parlé de réservoirs. En fait, on a toutes les réponses là pour faire la ville de demain. Aujourd'hui, la ville, elle ne nous est plus agréable parce qu'on a perdu nos racines. Et nos racines, ce sont celles du vivant. Nous ne nous sommes pas sentis en sécurité ces derniers siècles parce que nous étions coupés du vivant. On a parlé de sentiment d'appartenance, on parle beaucoup de sentiment d'appartenance à la nation. Mais quel est notre sentiment d'appartenance à la nature ? Et la ville de demain, elle ne pourra se faire qu'en reposant la question de la place de l'homme et du vivant. Non pas l'homme et la nature, mais l'homme qui est une partie de la nature. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi j'ai créé une société qui est une société de promotion immobilière écologique, vraiment écologique, pour pouvoir enfin faire ce métier qui est indispensable. Il ne s'agit pas d'arrêter de bâtir. Il faut bâtir parce qu'il y a besoin, démographiquement nous avons besoin de construire, mais de construire de façon responsable, de façon plus consciente, voilà, et de façon plus écologique. Si, comme le dit la COP, nous avons 8 ans pour sauver le climat, je crois que le point commun que nous devons tous avoir est de construire une ville écologique. C'est mon avis. Et cette ville de demain, certes écologique, elle gagne quels autres caractères ou aspérités de votre point de vue? La ville, elle ne peut pas être écologique sans justice sociale. Et on a tous bien compris que la lutte pour le climat, elle est étroitement liée à celle de la justice sociale. Donc ce sont des sujets qui sont complètement imbriqués, tout est lié. Voilà, donc quand on parle de faire une ville mixte, en fait on parle de faire une ville qui respecte le vivant. Tout ça c'est le même sujet. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons beaucoup d'outils qui existent pour concevoir cette ville de demain. Alors bien sûr, il y a toute la PropTech, il y a tous les sujets de technologie, de data. Effectivement, c'est vrai qu'il faut qu'on se serve de tous ces outils technologiques, ne pas être contre l'innovation, faire avec, ne jamais être en opposition, avancer avec tous les outils que nous avons. Et dans le monde de l'immobilier, de la construction, qui est un monde qui construit la ville, avec la Société du Grand Paris, vous le savez bien aussi, nous avons des solutions. Il y a des gens incroyables comme Solar Impulse qui répertorient tout un tas de solutions incroyables pour pouvoir bâtir la ville de demain. Il y a tout un tas de startups qui existent, qui sont vraiment formidables. Il suffit de prendre tous ces outils et de les utiliser. Moi, je suis très contente de parler lors de ce panel aujourd'hui. En France, on est très habitué de ça, le monde de la pensée, de discuter, et c'est vrai, d'imaginer la ville de demain. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, on n'a plus le temps, donc il faut être dans l'action et faire tout de suite. Si nous avons 8 ans pour sauver le climat, à l'échelle de l'immobilier, ça fait à peu près 2 projets. Et encore, faut pas que ce soit des gros projets, on peut dire peut-être 1. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que les projets que nous lançons aujourd'hui, il y a une urgence absolue à ce qu'ils soient irréprochables. Je ne crois pas que ce soit le cas encore. Et ça, c'est très inquiétant. Donc ce que vous nous dites très clairement aujourd'hui, c'est qu'il faut aller plus vite.
c'est ce qu'il faut aller plus vite. Il faut pas se cacher comme on le fait dans cette profession souvent, dans toute cette niche du monde de l'aménagement, du bâtiment, derrière des process qui existent, qu'il faut bousculer tout ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est dominé par des lobbies qui n'ont pas toujours envie que les changements se fassent, et on les comprend. Le changement, c'est pas toujours facile à accepter pour l'être humain. Néanmoins, on est dans une période de l'histoire où le changement, il va falloir accepter courageusement de le vivre. Alors c'est vrai que il faut avoir les uns les autres de l'empathie, parce qu'on n'a pas tous la même capacité à absorber, à accepter le changement. Donc il faut qu'on s'accompagne, qu'on s'entraide, qu'on soit solidaire, mais quand même il faut qu'on fasse. Merci beaucoup Laurent pour cette petite piqûre de rappel. Alors nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre rendez-vous ensemble cet après-midi. On va donner la parole aux étudiants qui ont travaillé sur ces sujets. Ils sont venus pour vous avec leurs questions et donc c'est à eux la parole. Bonjour. Ma question porte sur le fait que dans une ville... Présentez-vous. Ah, oui, allez-y. Dites-nous qui vous êtes. Oui. Donc bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis étudiant à l'Université de Technologie de Troyes en 5e année, donc en étudiant ingénieur dans les systèmes, réseaux et télécommunications. Ma question porte sur le fait que dans une ville toujours plus connectée et dématérialisée, phénomène qui a été accéléré entre autres par la crise du Covid, des questions d'accessibilité aux plateformes de services privés comme Airbnb ou Uber et publics, comme les vélos en libre service, se posent. Et certaines personnes ont difficilement accès à ces nouvelles technologies et se retrouvent donc en difficulté. Pour vous donner un chiffre, en 2019, 17% de la population est touchée d'illettrisme électronique selon l'INSEE. Comment pouvons-nous aborder la question de la fracture numérique à l'échelle de la ville ? La fracture numérique à l'échelle de la ville. Ah mais je vous en prie, vous êtes tout à fait là pour ça. Petit élément de réponse, j'ai vu ça, on a tous vu ça avec la Covid se développer, l'ubérisation, alors qui ajouté au télétravail fait qu'à la limite on peut ne pas sortir de son lit et vivre complètement de la naissance jusqu'à sa mort dans son lit. Est-ce que c'est ça l'idéal de la ville de demain ? Pour moi, la ville est quand même un espace de frotti-frotta social et du plaisir de se rencontrer, donc je veux bien que c'est pratique de commander ces sushis, pas très bons d'ailleurs, par Uber, mais pour moi c'est pas ça l'idéal de la ville. Et donc moi j'aime bien me lever, même tôt, et puis aller au marché, et puis aller boire un coup au café, même si je connais pas les gens, mais ça fait rien, au comptoir on peut discuter, et puis voir du monde, des gens que je ne connais pas, mais c'est pour moi, alors, en tant que professeur, j'ai toujours vécu en ville, en banlieue d'abord, et puis maintenant à Paris, centre. Je trouve que la ville, par ce frotti-frotta, est incroyablement stimulante sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan affectif. Donc, je suis d'accord qu'il y a une fracture grave. On a parlé tout à l'heure aussi de la fracture. Hervé Lebras a parlé des hôpitaux. Quand on vieillit, on se rapproche d'un quartier où il y a plutôt un bon hôpital. Bon, voilà. Je conçois, il y a des besoins qui changent avec l'âge. Mais alors, vous, en particulier, vous n'avez pas besoin d'Uber, vous. Pourquoi vous... donc vivez la ville, prenez-la à pleine main, à pleines dents, embrassez-la, vivez-la. C'est ça, pour moi, la ville de demain. C'est la ville où on a plaisir à être et à vivre. Alors, on comprend bien votre réponse, si ce n'est que ça n'est pas la réponse à la question du jeune homme. Et même si on est d'accord avec vous, c'était pas la question. C'est ma réponse. À l'échelle de la ville, comment on réduit cette fracture numérique ? Un mot peut-être sur la question c'est vrai que depuis le début de ce siècle, une espèce d'évolution absolument incroyable et de transformation. Mais enfin, c'est pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que quand on commence à aller vers des ordinateurs d'un autre type, comme ceux qui sont actuellement en recherche, quand on est sur un travail d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on va pouvoir complètement modéliser la ville.
Parce que c'est-à-dire que, en fait, ma mère qui a 95 ans, si la ville était modélisée, eh ben, elle pourrait circuler dans la ville, même si elle a quand même des rhumatismes assez dérangeants des mains, elle pourrait quand même voir la ville, comprendre la ville, entrer. Donc, je pense que c'est la question de la visualisation est quelque chose qui est absolument essentiel. Et quand on voit tous les GAFA, ils travaillent que là-dessus. Parce qu'à partir du moment où on visualise, on peut soit effectivement créer des systèmes de contrôle, mais on peut aussi du coup partager et organiser effectivement cette gestion de notre environnement dans tous les sens du terme. Voilà, donc je pense que la question de la représentation, la question de la visualisation est quelque chose qui est absolument c'est le monde entier travaille là-dessus. Allez-y. Oui, non, moi, il me semble qu'une des réponses, elle porte sur l'éducation. Donc, pas simplement l'éducation des personnes âgées, qui s'est souvent très bien faite. Le chiffre de personnes de plus de 60 ans qui pratiquent maintenant correctement les réseaux et l'informatique a grandi beaucoup plus vite qu'on le pensait. Mais je pense que c'est aussi au départ. Au départ, je pense qu'on apprend trop souvent, et donc même carrément dans des petites classes, mais on apprend des gestes techniques. On appuie sur ce bouton, puis ça. Et on n'apprend pas, au fond, le principe d'une machine. On n'explique pas en quoi consiste un ordinateur. Et un ordinateur, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur à explosion. Vous pouvez expliquer comment ça fonctionne relativement facilement. Je m'en suis aperçu historiquement parce qu'on m'avait demandé, j'étais tout jeune, mais en 1968, on m'avait demandé d'ouvrir le département d'informatique de la faculté de Vincennes, qui était créé en 68. Et il y avait un problème, on n'avait aucun ordinateur. Donc j'étais obligé d'enseigner l'informatique sans ordinateur. Et là, c'est là que je me suis... Alors ça s'appelle d'un nom quelquefois pompeux, informatique théorique. Mais c'est faire comprendre comment tout ça fonctionne. Et c'est pas très compliqué. Et ça devrait être, au fond, appris assez tôt. Et à ce moment-là, on peut le transmettre à des parents, à des personnes plus âgées. Mais je crois que là, il y a un effort du côté de l'éducation pour répondre à votre question. Thomas, c'est ton prénom, c'est ça ? Tu as vu la présentation de Meta par Zuckerberg. C'est-à-dire que là, on comprend bien que Metaverse, c'est demain matin. Et ça participera aussi à créer la ville de demain. Et on y est, en fait. Hein. On y est vraiment. Cette présentation, si elle a été faite, c'est parce qu'ils sont prêts. Voilà. Et nous, il va falloir qu'on soit prêts à faire avec, et pas en opposition. Ça va être tout le sujet. Mais donc la fracture, elle va se résoudre. Parce que Facebook, au début, c'était une poignée de personnes. Et puis maintenant, c'est presque le monde entier. Tu vois ? Excusez-moi, juste un mot par rapport à Metaverse. C'est assez intéressant là, pour l'instant, la stratégie des GAFA, c'est-à-dire que les GAFA cherchent à créer des territoires pour construire des villes telles qu'ils les imaginent, ou des quartiers, disons. Ils ont échoué à Toronto parce qu'à un moment, les politiques se sont dit « Ouh là là », mais bon, ils continuent à développer ce type d'approche de par le monde. Et donc, on voit bien que là, il y a un sujet qui est un sujet politique, c'est-à-dire pourquoi ils ne s'intéressent pas à la ville qui existe. Mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à la ville qui existe ? Merci. Alors, nous avons ensuite, c'est Clémence ou Mathilde ? Clémence. Clémence. Bonjour, je suis étudiante en première année de master à l'école urbaine de Sciences Po. Voilà, et j'ai une question qui porte sur le rapport du GIEC de 2019. Qui estimait à 280 millions le nombre de réfugiés climatiques si le réchauffement climatique atteint les plus 2 degrés d'ici 2100. Au-delà de ces populations touchées, le changement climatique va aussi avoir un fort impact, des répercussions sur la faune et la flore des villes. Et donc ma question, ce serait quelles pourraient être les solutions face à ces enjeux de changement, non seulement sur la population, mais aussi sur la biodiversité urbaine. Je vais peut-être commencer par répondre et puis peut-être que je vous donnerai la parole, Monsieur Perrault.
J'imagine que vous avez une idée là-dessus. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on travaille avec des géographes, avec des démographes sur ces sujets et qu'on n'aménage pas la ville de demain tout seul de notre côté comme on l'a fait très longtemps. Donc il va falloir travailler avec des experts qui savent de quoi ils parlent et qui nous permettent de concevoir une ville qui est complètement en phase avec la réalité. Voilà. Juste un mot par exemple, bon, on parle de millions et de dizaines de millions effectivement de migrants. Bon, ok. On a déjà, simplement si je prends l'Île-de-France, on a 12 millions d'habitants. Ce réseau du grand métro est une des solutions pour déjà gérer les migrations qui ne sont pas des migrations sur le territoire de l'Île-de-France, mais pour gérer simplement la migration. Quand vous tapez 30 km dans un sens le matin, 30 km dans l'autre le soir, je veux dire que à la fin, c'est pas possible, ça marche pas, quoi. Donc cette question, effectivement, du déplacement par rapport à des territoires est une question centrale pour accueillir aussi d'autres populations et pour arriver à les gérer dans un espace qui est encore une fois un espace limité parce que il faudra protéger la planète et en même temps y vivre. Mademoiselle parlait aussi de faune et de flore, je crois. En plus des migrations. Et là, c'est vrai que peut-être en caricaturant un peu, comment on construit un métro sans détruire la colonie de sauterelles qui est installée. Bon, alors ça, vous inquiétez pas, ils s'en sont tous chargés. Il y a peu de chances que ça arrive. Voilà. Mais il y a ça aussi, et il y a tous ces recours qui sont quand même une grande spécialité française, comment on avance en tenant compte de tous ces aspects pour faire avancer la ville. J'essaie de faire un peu de paraphrase, peut-être que je vais un peu plus loin en caricaturant de manière volontaire. Mais voilà, comment on fait pour faire avancer la ville et sauver les coccinelles, en gros. Hein. Il y en a de plus en plus. Alors, je pourrais juste tous les deux. Oui, un point qui a été souligné sur ces 280 millions de migrants climatiques. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que qu'est-ce que c'est qu'un migrant climatique? On en a déjà pas mal. C'est quelqu'un qui est un paysan pauvre de la vallée du Mékong ou au Bangladesh, et qui est chassé parce que la mer monte brutalement et puis elle va se retirer. Ce paysan, il va pas aller très loin. Il sera un migrant climatique, mais il ira à la ville la plus proche. Donc les migrants climatiques, il faut absolument pas croire que c'est la même chose que ce problème de migration qu'on développe actuellement à longueur de journée. Ils ne viendront pas chez vous, les migrants climatiques du Bangladesh. Ils poseront d'énormes problèmes au Bangladesh même. Pour vous faire une idée, si vous pensez ce qui s'est produit, qui était horrible, avec les Rohingyas juste à côté en Birmanie, c'est 750 000 Rohingyas. Ils ont passé la frontière. Ils n'ont même pas le droit d'aller au-delà dans le Bangladesh de la province de l'Arakan, qui est juste contre la Birmanie. Vous avez vu des Rohingyas à Paris ou bien à New York? Non, c'est des gens trop pauvres, c'est des gens qui n'ont pas la vision de ce que peut être un destin de migrants. Donc il faut se méfier avec ces chiffres-là. Je pense qu'il y a d'énormes problèmes posés par le climat, vous en avez parlé, mais il ne faut pas tout mélanger, vous voyez, il ne faut pas essayer de faire peur avec ceci ou cela. C'est pas les migrants, il ne faut pas avoir peur des migrants climatiques. Jean-François Montel. Juste une toute petite remarque personnelle pour commencer, pour prendre vraiment la suite de ce que vient de dire Hervé Lebras. Je trouve que les formules sont toujours intéressantes pour susciter et percuter la réflexion, mais il faut s'en méfier quand elles ont tendance à l'étouffer. Je vous rejoins totalement sur le fait que il faut se méfier des expressions qui sont qui masquent des réalités très diverses. Aujourd'hui, j'ai compris que l'Union européenne était en train de s'occuper de taxonomie écologique, donc d'essayer de enfermer les concepts dans des mots qui seront strictement définis par des institutions chargées d'en dessiner les frontières. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je ferme cette toute petite parenthèse pour revenir sur la question de la capacité d'une grosse infrastructure, par exemple, à résister aux questions dont on sait aujourd'hui qu'elles sont posées par les évolutions climatiques et qui ne sont qu'une partie des questions qui se poseront quand le métro sera mis en service, par exemple. Je vais faire une réponse un peu simpliste, et pardonnez-moi, mais le temps m'y contraint. Il y a deux types d'attitudes. Soit on s'arrête, soit on continue.
Et toute la question est de savoir comment on fait pour continuer. C'est pas uniquement une formule. Sans rentrer évidemment ni dans les détails ni dans les noms, j'ai eu l'occasion de discuter lors de la dernière période électorale avec des responsables politiques sur la suite de ce qu'on était en train de faire sur le Grand Paris Express, sur le dessin général, sur est-ce qu'il fallait continuer à tel endroit, etc. Et j'ai eu affaire à un certain nombre de responsables, des élus d'ailleurs, donc avec une totale légitimité par définition, qui m'ont expliqué qu'un bon déplacement était un déplacement évité. Donc ça, c'est la réponse à votre question, c'est on s'arrête. Évidemment, vu les fonctions que j'occupe, je conteste cette réponse de tout mon être. Et pas seulement parce que j'occupe ces fonctions. Parce que je pense que c'est deux visions de notre capacité à nous développer et à trouver des solutions. Je vous donne juste 2 micro-exemples pour rester dans le concret. Bien évidemment, sur les questions par exemple de biodiversité, on travaille en permanence sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas abîmer outre mesure la biodiversité quand on installe un ouvrage annexe entre 2 gares à tel endroit? Si on dit on ne doit pas abîmer cette biodiversité du tout, ben on s'arrête. Si on dit on essaie de trouver des solutions, on les cherche et on les trouve. Ce seront des compromis, soyons-en conscients. Mais c'est là que revient le choix binaire. Un autre tout petit exemple pour revenir sur la question des réfugiés dits climatiques. Il se trouve que par ailleurs, j'exerce aussi des fonctions de président du conseil d'administration de l'OFPRA, Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Eh bien, l'OFPRA est installé à côté d'une station actuellement de RER qui s'appelle Val-de-Fontenay, laquelle va être une station du Grand Paris Express, lequel Grand Paris Express peut imaginer aussi, au long de son réseau, d'avoir, dans l'urbanisation qu'on va générer autour des gares, des lieux d'accueil pour faciliter tout simplement, tout bêtement, tout concrètement, la vie de ceux qui sont aujourd'hui des réfugiés politiques. Des réfugiés politiques et qui ont des difficultés à venir chercher leur titre ou à venir se faire reconnaître réfugiés quand ils sont dans cette démarche-là. Donc je pense que il y a les idées, et je suis vraiment très heureux et honoré de participer à cette réflexion, mais il y a ensuite leur traduction concrète et ma petite remarque un peu binaire, soit on fait, soit on s'arrête, c'est vraiment ce qui guide mon action. Allez-y, on prendra la question de... Le géographe a 2-3 petites choses à dire. D'abord, le GIEC fait du très bon travail, sauf que dire 280 millions, pourquoi pas 378, pourquoi pas 425, c'est un chiffre qui est quand même extrêmement théorique. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire un petit peu d'histoire aussi. Je veux bien qu'on se fasse peur avec les réfugiés climatiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a 15 000 ans, la mer était 100 mètres en dessous de son niveau actuel, qu'à la montée de 100 mètres, et que l'humanité s'est adaptée et elle avait beaucoup moins de techniques qu'elle en a aujourd'hui. Donc, bien entendu que nous devons lutter contre les gaz à effet de serre, etc., contre les pollutions, tout ce qu'on veut, qu'on doit essayer d'améliorer notre environnement, j'en suis intimement persuadé, mais arrêtons de nous faire peur inutilement parce que l'humanité est capable de génie. Et donc, développons ce génie, faisons des études, plutôt que de pleurer. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, parfois ça s'est mal perçu, que je dis à Greta Thunberg, mais va à l'école. Va à l'école plus longtemps, prends des cours complémentaires, ce sera très utile. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à propos des migrations, et ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit pour les réfugiés politiques, les grandes migrations de toute l'histoire de l'humanité, et en particulier actuelle, ce sont des migrations économiques. Les gens qui sont à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, ce sont des gens qui ont été chassés du Proche-Orient par la guerre, par la misère, par la pauvreté, par l'islamisme et tout ce que l'on veut, par la bêtise humaine, par l'ignorance. Et donc c'est ceux-là qui migrent. Les Africains qui veulent venir, qui franchissent la Méditerranée, qui franchissent la Manche, etc., c'est pas le climat qui les chasse. Et ils sont infiniment plus nombreux, tous les gens qui migrent et qui vont migrer dans les années qui viennent, d'un continent à l'autre, de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, etc., que ces 200 pauvres 80 millions de réfugiés climatiques, chiffre un petit peu tombé du ciel. Voilà, bon, je fais de la provocation, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, il faut être caricatural parfois. Voilà, on y a été. Je m'en doutais. Mathilde, c'est à vous. Pardon. Donc je m'appelle Mathilde, je suis aussi en première année de master à l'école urbaine de Sciences Po. Et vous avez mentionné, Monsieur Pitt, le besoin de redonner de l'âme à la ville.
Avant la pandémie du Covid-19, les politiques urbaines et sociales étaient très centrées sur la création de la communauté ou recréation de la communauté à travers le cohabitat, le coworking. Cependant, avec la pandémie, on s'est rendu compte que la transmission du virus avait un peu ralenti ces politiques-là. Et du coup, je me demandais quelle était votre opinion sur le futur de ces politiques publiques et si vous pensez qu'elles continueront, comment voyez-vous leur avenir? Allez-y. Très vite, bien sûr qu'il faut des politiques publiques, mais je crois aussi que le naturel humain revient au galop. Vous avez parlé de l'enfermement lié à la Covid, c'est tout à fait vrai, mais vous avez vu l'explosion des terrasses dans les villes européennes à la sortie de la Covid, parce que les gens ont tellement envie de vivre ensemble, tellement envie de se parler, tellement envie de sociabilité. Donc je crois que la politique, de temps en temps, alors elle a une fonction de direction des affaires, mais aussi elle doit suivre ce que veut le peuple. Et le peuple, il veut vivre en communauté de la manière la plus agréable possible, en sécurité bien entendu aussi. Et pour moi, être élu d'une ville ou travailler pour des élus, comme vous le faites pour le Grand Paris, c'est aussi un peu de temps en temps suivre les désirs du peuple. Je crois aussi que le désir des citoyens, c'est d'avoir une ville plus hybride. Et ce qu'on vit ici, là, aujourd'hui, les rencontres capitales dans ce lieu qui est un lieu sacré, c'est un bon exemple de ville hybride. Et je pense que ce genre de mélange, de programmation au sein de lieux va être amené à se développer de plus en plus. Merci. On a une 4e question. Bonjour, je m'appelle Guilhem, je suis en première année de master à Sciences Po Paris aussi, en master politique publique. Et ma question du coup portait sur le fait qu'en 2007, Ljubljana est devenue la première capitale européenne à entièrement bannir les voitures de son centre-ville. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, il y a un désir de reconnecter les habitants à leur ville, qu'ils aiment à nouveau leur ville ou qui se rattachent à leurs racines ou au patrimoine. Et donc face à ces enjeux et des enjeux environnementaux ou encore de congestion, quelle pourrait être la viabilité de telles décisions dans des métropoles d'une taille plus importante comme Paris, Lyon ou Marseille par exemple? Alors, la voiture à Paris. Monsieur Montaïs. Je veux bien commencer puisque je suis là pour justement ne pas m'en occuper. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Pas tout à fait vrai parce que en réalité, on est souvent confronté, là encore pour rester dans le concret, à des questions quand on travaille sur ce qu'on appelle les pôles autour des gares, c'est-à-dire les modalités de rabattement des voyageurs vers les gares, les circulations douces, enfin tout ce qu'on dit sous cet aspect-là. On est souvent confronté à des questions d'élus, avec leur légitimité, je le redis, qui nous disent mais ce qu'il nous faut c'est un parking parce que les gens vont venir en voiture, donc il faut un parking. Et c'est une discussion qui prend très rapidement un tour politique délicat parce que il y a de l'idéologie, il y a de la politique assez tranchée là-dessus, il y a des divisions politiques qui s'établissent sur ce type de critères, et il est très difficile de prendre des décisions pertinentes dans de tels contextes. C'est ça qui est amusant, très franchement, enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce type de mission, mais au-delà de l'intérêt et de l'excitation intellectuelle qu'on peut y trouver, ça rend les choses très difficiles. Sans développer, ça renvoie probablement aussi à des questions de mutabilité des espaces concrets. Typiquement, dès lors que vous commencez à expliquer que peut-être qu'il va falloir construire un parking, mais si on le construit un peu mieux, un peu différemment, le jour où on se rendra compte que finalement, il est possible de l'utiliser autrement, d'en faire autre chose, d'en faire des bureaux, d'en faire des espaces, je ne redis pas ce que disait Dominique Perrault, ça décrispe et ça permet peut-être de faire des choses plus intelligentes. Je veux juste rajouter un tout petit élément pour pas être trop long sur cette question. Dans les divers coworking, co-développement, cohabitat, à titre personnel, moi, il y en a un que j'aime pas, c'est coercition. Oui, peut-être un mot pour sur ce sujet. Bon, il y a d'autres exemples. Madrid a effectivement développé à un moment sous la précédente municipalité un centre-ville, donc une grande ville, une grande capitale européenne piéton.
L'actuelle municipalité remet en cause le principe, d'accord. En fait, ça pose la question de la planification. C'est-à-dire que le vrai sujet, enfin pour moi, c'est il n'y a plus de planification. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du visage de la ville, pour moi, c'est la planification qui répondrait à une visualisation, une préfiguration de cette ville en devenir. Et cette planification, elle touche aussi bien la réversibilité d'un parking que l'obsolescence d'un autre lieu, que la protection de tel espace ou morceau de nature ou d'agriculture. Et donc, il n'y a plus de planification. Je veux dire que les sujets que nous avons rencontrés ensemble c'est inouï pour arriver à développer un espace public partagé, mutualisé pour l'ensemble de la population, mais il faut faire des circonvolutions entre les différents propriétaires ou etc. Enfin, je veux dire, on est des débiles, quoi. On est des débiles. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont des espaces supports pour le développement de la citoyenneté et de tout ce que l'on a évoqué, qui sont d'une complexité juridique qui peaufine un sadomasochisme, quoi. Voilà. Juste un petit mot. Donc, Ljubljana et Paris, c'est évidemment une telle différence de taille que c'est difficile d'appliquer ce qui a été fait à Ljubljana à Paris. Mais dans des villes un peu plus grandes que Ljubljana, je pense à Amsterdam, par exemple, où, alors, vous dites piétons, mais avec les vélos, quand même, j'imagine. Oui. Donc, le problème aussi, c'est que Amsterdam, Ljubljana est un pays d'Europe centrale, puisque c'est c'est l'ancienne Autriche-Hongrie, et on a un certain sens de la discipline en Allemagne, en Autriche, en Scandinavie, etc. Regardez Paris, et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés de la part de la municipalité à prendre des décisions, mais surtout après à les faire appliquer intelligemment. Donc, piétoniser ou favoriser la trottinette et le vélo, très bien, à condition qu'on garde quand même les transports en commun correctement. Sur le quai ici, à 3 mètres, un petit peu avant le Pont-Neuf, on a supprimé le couloir de bus pour mettre un immense couloir à vélo qui est peu fréquenté, celui-ci. Donc les Parisiens voient cela et ils se disent, bon, alors que fait la municipalité? Vous voyez bien qu'on est dans un pays latin, et donc relativement peu discipliné. En plus, vous avez ici, là, sur la place tout au bout, vous avez à l'angle de la rue Bonaparte, vous avez des tas de trottinettes qui empêchent même les voitures de tourner. Donc ça, c'est une conséquence de l'incivisme. Et donc ça, il faut l'apprendre. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible, mais il faut l'apprendre à l'école. Il faut que tout le monde s'y mette. Nous ne sommes pas assez civiques, incontestablement. Mais comme nous avons été bien disciplinés, nous avons le temps de prendre les questions du public, tant que vous nous avions réservé. Donc il y a un micro qui va passer dans les rangs de la bibliothèque. On vous encourage à poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Merci aux étudiants qui se sont penchés sur ces sujets de la ville de demain. Et maintenant, à vous qui êtes dans les rangs de la bibliothèque, n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Ils se feront un réel plaisir d'y répondre. Alors, je ne sais pas où est le micro, je ne le vois pas. Il est là, voilà. Bonjour, j'avais une question pour savoir, on a vu de nombreuses villes, comme par exemple Dubaï, s'étendre sur l'eau, notamment, en construisant des îles artificielles. Est-ce que, avec la montée des eaux, la ville de demain, justement, ne serait pas une ville sur l'eau? Juste un mot sur Dubaï et sur le Moyen-Orient. Leur angoisse, c'est la question post-fossile, énergie fossile. C'est tout ce qui les intéresse. Aujourd'hui, tous les efforts sont menés par ces pays pour lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, quoi. Ou tout au moins plus d'économie pour eux, basée sur le robinet qui suffisait d'ouvrir et qui coulait à flot en dollars. Mais néanmoins, le flottant, c'est quand même quelque chose qui va être, à mon avis, exploré dans les prochaines années aussi pour répondre à ces enjeux-là. Et ça questionne notre rapport à l'eau, qui est le même sujet que notre rapport à la nature. On a pris de la distance par rapport à l'eau. Et il va falloir qu'on puisse se reconnecter à l'eau et donc certainement construire sur l'eau.
Et d'ailleurs, c'est pas flottant, hein, ce sont des polders, enfin ce qu'on appelle des polders. C'est un peu comme le port de Tokyo. Quelques-uns ici qui connaissent le port de Tokyo. Aujourd'hui, on voit plus la mer à Tokyo, hein, où il faut monter au sommet des gratte-ciel et on la voit à 10 km parce que toute la baie a été poldérisée, construite et c'est d'ailleurs plutôt réussi. Mais on est dans un monde totalement artificiel. Et alors, c'est bien ça que sert l'humanité, hein. Nous poursuivons avec vos questions, monsieur. Bonjour. Quelle solution pour réintroduire de la mixité sociale au cœur de nos villes? Réponse en juin l'année prochaine, non? Alors, avant juin l'année prochaine, on peut commencer déjà en utilisant les jardins, remettre de la nature dans les projets, faire de la permaculture, des jardins nourriciers, des jardins médicinaux. Et là, je crois que ce sont des bonnes opportunités de créer de la mixité. Parce que la nature, elle a ce pouvoir de réunir. Et donc, il faut l'utiliser en créant les projets que l'on a à faire. Je l'ai dit, il n'y a jamais eu beaucoup de mixité. À Rome ou à Paris au XVIIe siècle, il y avait une ségrégation qui était par étage. Donc les riches au premier, et puis plus on montait, plus on s'approchait du loupen-prolétariat. À Rome, c'était à peu près pareil. Aujourd'hui, la ségrégation est plutôt horizontale, mais en fait, dire il faut que les pauvres vivent avec les riches, bien sûr, c'est un idéal, mais pour ça, je rejoins ce que vient de dire Dominique Perrault, c'est de la politique, c'est du savoir vivre ensemble, ça passe par l'éducation, ça passe par l'école, et c'est pas rien. C'est joli de le proclamer, on peut le mettre en lettres d'or sur le fronton de l'Institut, mais c'est pas comme ça que ça va arriver aussi facilement. La preuve, c'est que ces fameux grands ensembles que j'évoquais tout à l'heure, on les a construits à une époque où les gens qui étaient des Français de souche habitaient dans des taudis. Et donc ils étaient heureux comme tout, j'ai vécu ça, d'aller dans une HLM de banlieue. Et au bout de 30 ans, 20 ans même, ils ne songeaient qu'à une chose, c'est à en partir. Et donc ce sont devenus des ghettos, alors que ça n'était pas le cas du tout au départ. Et il y avait une certaine mixité, et il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Alors là, en tout cas, ça ne peut pas se réintroduire de force. Ça ne peut être que sur la base du volontariat et du désir, là encore. Si les jardins partagés y parviennent, tant mieux. Mais les espaces verts sont des espaces sûrement davantage de mixité. Les parcs, par exemple. Sauf que le Luxembourg n'aura jamais la même fréquentation que le parc de la Villette. Parce que pour aller se promener ses enfants ou aller pour les loisirs, on va à proximité de chez soi. Et les habitants du quartier du Luxembourg ou de la Muette ne sont pas les mêmes que ceux du parc de la Villette ou des Buttes-Chaumont. Jean-François. Oui, c'est évidemment d'abord, je m'y retrouve totalement, un sujet politique. Ce que je peux juste rajouter, c'est que une partie de la philosophie de construction du réseau du Grand Paris Express repose au moins sur l'idée qu'on rend possible des liens entre des zones de l'Île-de-France qui se situent quasiment à l'opposé sur l'échelle des revenus, de la situation sociale, etc. Les 2/3, voire les 3/4 des gares du Grand Paris Express se situent dans des quartiers politiques de la ville ou à proximité de quartiers politiques de la ville. Et on a par ailleurs des gares à La Défense, à Versailles, enfin, on a des quartiers de l'Ouest parisien où on va multiplier le prix du logement par un facteur qui ne sera pas de 2 ou 3, mais de 10 ou 12. Donc, au minimum, on est en train de fabriquer un réseau qui a vocation à rendre ce lien possible. Mais pour aller un tout petit peu plus loin, et c'est là qu'effectivement on rentre dans des questions politiques et des questions où personne ne peut prétendre avoir une réponse immédiate. Une de celles qu'on se pose, c'est comment éviter que dans ces quartiers qu'on cherche à désenclaver, c'est le mot qui a été utilisé au départ, c'est-à-dire tous ceux qui se situent par exemple avec des taux de logement social qui par quartier peuvent dépasser 70 à 75%, comment est-ce qu'on fait pour que l'arrivée de la gare du Grand Paris Express ne se traduise pas uniquement par la création d'une petite tache sur la peau de panthère avec des logements qui seront magnifiques, construits avec toutes les belles normes environnementales qu'on va promouvoir, d'une qualité architecturale qu'on va essayer de rendre aussi bonne que possible,
et qu'on ait repoussé juste un peu plus loin ceux qui n'auront pas les moyens de se les payer. Donc c'est vraiment des questions politiques de long terme qui demandent de la concertation, qui demandent des échanges entre les institutions, entre les élus et avec la population. Merci. On va prendre une question suivante. Bonjour à tous. On a beaucoup parlé de lien social et de transport et j'en conviens, c'est un sujet crucial. Mais j'avais une question plus terre à terre sur le visage de la ville de demain, plutôt verticalisation ou étalement urbain, même si la réponse est peut-être pas aussi binaire. Moi, je dirais il faut faire feu de tout bois, cette espèce de propension à aller dans un sens puis dans un autre, etc. Je pense qu'il y a tellement de comment dirais-je de sujets à traiter qu'il faut utiliser aussi bien la verticalité dans un sens, dans un autre, l'horizontalité. Enfin, je veux dire que il faut avoir un esprit très ouvert, le plus largement ouvert possible, de façon à apporter une réponse contextuelle. Parce que le sujet, c'est que ce qui intéresse aussi bien ceux qui font que ceux qui vont y faire, soit leur vie, soit leur travail, etc., c'est le lieu. C'est-à-dire, le lieu est devenu petit à petit l'élément, comment dirais-je, déterminant de l'action. Alors donc, s'il est dans un certain endroit, il faut monter, on monte. Si dans un autre endroit, il faut se déplacer à côté, on se déplace. Je veux dire que la notion du contexte est un élément d'appréciation, de compréhension et de fait de projet. Ce qui me semble très important, c'est que la ville de demain, elle soit harmonieuse. C'est-à-dire que quels que soient les choix que l'on fasse, cette ville-là soit harmonieuse. On ne parle pas assez de ça, de cette notion d'harmonie. Il faut le garder en tête. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense quand même qu'en France, on est dans un pays où il y a depuis très très longtemps un amour, peut-être parce qu'on a été un pays rural pendant très longtemps, de la maison individuelle, qui a été satisfait, alors peut-être de manière ratée dans les résultats dans l'entre-deux-guerres. C'était la période du boom des pavillons avec des prêts à très bas taux d'intérêt, etc. Et même des artisans, des ouvriers pouvaient se payer un petit pavillon avec un petit jardin autour. Et on a voulu contrarier ça. Il suffit de lire la charte d'Athènes pour le comprendre. On a voulu contrarier ça pour des raisons idéologiques. Et moi, je rejoins assez Montesquieu qui disait « Les hommes, c'est comme les pommes, quand on les entasse, ça pourrit. » Donc, il faut faire un peu attention. On ne peut pas obliger les gens à vivre en hauteur. Et donc, de temps en temps, il faut... C'est ce que je rejoins ce que je disais sur la politique tout à l'heure. La bonne politique, le bon politique, c'est celui qui est un peu à l'écoute des désirs des gens qui l'ont élu, qu'il est chargé d'administrer et dont il est chargé d'améliorer la vie quotidienne, le cadre de vie, en sachant quand même que chacun doit prendre ses responsabilités. Et là encore, on a besoin tous d'éducation à la ville. Et on en manque un peu dans un pays un peu trop individualiste. Mais ça dépasse largement la question de l'urbanisme et de l'architecture. Merci beaucoup. On a encore des questions. Bonjour. Moi, j'ai une question. Au vu du rapport Rebsamen et aussi de la loi climat et résilience, comment on fait pour créer du logement avec les enjeux de lien social notamment et les enjeux environnementaux au vu du risque financier, par exemple des promoteurs immobiliers, etc. Donc, qui est quand même majeur. Alors moi je pense que c'est beaucoup de la bonne volonté et du jus de cerveau. Alors tout le monde me dit dans la profession non, le foncier il est si cher et le coût du travaux il a augmenté, etc. Tout ça est très vrai. Néanmoins, il y a des choses qui ont évolué. Déjà la zone A d'hier n'est plus la zone A d'aujourd'hui, puisque il y a quand même une volonté du citoyen de se rapprocher de la nature, etc. Donc on n'est pas toujours sur les mêmes coûts de foncier. Et puis par ailleurs, il y a des process à faire évoluer. Et là, ça demande de faire travailler les architectes, les bureaux d'études d'une façon différente. Pour moi, ça veut dire de faire que l'objectif numéro 1, avant même l'esquisse, avant même le démarrage du projet, de la création, de la conception du projet, soit que le projet soit écologique. Et une fois qu'on a ce cadre,
Alors, ça peut paraître difficile pour les architectes au début peut-être de s'y conformer, mais finalement, moi, je vois pas trop de contraintes et les architectes le prennent plutôt bien et je crois qu'ils ont tous envie d'y aller. Si la priorité, c'est que le projet soit écologique, ensuite, on change des process, on travaille différemment et on arrive à faire des projets qui sont pas forcément plus coûteux. Voilà. Il se trouve que la Société du Grand Paris est pile en ce moment en train de définir sa stratégie urbaine et de valorisation immobilière. Nous sommes un gros propriétaire foncier, puisque pour construire le réseau, on achète des emprises, nombreuses emprises, et une fois que le réseau sera construit, il en restera un certain nombre, c'est déjà le cas, qui devront donc être valorisés. On les a achetés avec de l'argent public, il faut essayer d'en retirer quelque chose. Et se pose donc la question de comment on fait pour les valoriser et comment on insère ceci dans une stratégie urbaine qui est l'objet de nos échanges. Je vous donne juste un tout petit exemple, mais qui est un élément de réponse très concrète à votre question. Nous avons pris la décision, elle va être entérinée et validée dans quelques jours, bien par exemple sur nos emprises foncières, de pratiquer en copromotion avec des promoteurs, mais en copromotion pour en garder une forme de contrôle, et très concrètement, de ne pas utiliser une pratique courante qui est de mettre aux enchères l'achat du foncier, donc de contrôler les prix. Donc ça signifie que on essaie de combiner tous ces objectifs et toutes ces injonctions, y compris celle de l'équilibre financier. C'est forcément très difficile, mais c'est des décisions politiques très lourdes que de dire on ne va pas faire de l'argent sur la mise aux enchères de notre foncier. Ça veut dire qu'il faut décider politiquement et faire valider par le gouvernement, par les tutelles. Le Premier ministre vient de le valider pour la SGP il y a 8 jours. Il faut faire valider le fait qu'on accepte de ne pas gagner le maximum d'argent pour faire quelque chose qui correspondra à une politique générale, à des objectifs environnementaux, à des objectifs architecturaux et à essayer de faire quelque chose de bien et de beau. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est aussi aux promoteurs, et ça ne plaît pas toujours évidemment, de faire attention à ça, c'est-à-dire, et je connais pas de promoteur qui gagne pas sa vie, donc déjà ça il faut arrêter tout de suite, et on peut s'asseoir un peu sur sa marge si on décide, voilà, on gagnera quand même de l'argent, il y aura à manger pour tout le monde dans cette histoire, c'est la bonne nouvelle. Juste un mot pour parler des absents, parce que nous sommes tous très sympathiques, mais il y a quand même le pouvoir est pas là, le pouvoir ce sont les entreprises. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'outil de production. Nous sommes des rigolos, là. C'est-à-dire que ceux qui vont déterminer la réponse, la qualité de la réponse, le coût de la réponse, ce sont les entreprises, les usines. C'est l'outil de production. Et ça, c'est un sujet national. Et donc, voilà. Donc, je pense que la prochaine fois, il faut les inviter. Voilà, ils sont un peu plus rugueux que nous, mais ça, c'est intéressant à entendre. Merci de ce petit rappel. Alors, le micro est là. Est-ce que la ville de demain, c'est une ville de propriétaires ou une ville de locataires ? Bonne question. Je crois que pendant longtemps, être propriétaire, ça faisait ce que l'on était. Et je crois que on va aller vers quelque chose de différent. Que ce qui nous constitue, que ce qui nous définit dans les prochaines années ne sera plus nos possessions, enfin un peu moins. Donc peut-être qu'effectivement ce sera moins une société de propriétaires. Mais j'en suis pas non plus certaine, évidemment. Non, moi je ne partage pas ce point de vue. Je crois qu'on est plus attaché à l'entretien, à l'amélioration de son cadre de vie lorsqu'on est propriétaire que lorsqu'on est locataire, et en particulier locataire assisté. Là, il y a un vrai problème. On le voit bien dans les ensembles, là encore, sociaux des années 60 qui ont été privatisés. Souvent, ils sont bien entretenus alors qu'il y a une dégradation forte. Bon, Marseille étant un cas caricatural dans ce domaine-là. Donc moi, je crois que la propriété n'est pas le vol et que la propriété
créer un attachement. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas se définir par sa possession et par sa propriété, mais tout de même, c'est quelque chose d'important qui fait partie d'ailleurs d'une tradition universelle. Sauf dans je pense qu'en Corée du Nord, non, ça marche pas. Mais dans la plupart des pays démocratiques, la propriété fait partie de la culture et n'a rien de critiquable. Oui, il faut rappeler qu'il y a d'énormes différences dans les différents pays développés en termes de propriété. En Grèce, 90% des habitants sont propriétaires. Et puis plus on monte vers le nord, plus... puis il y a la construction du dernier étage qu'on appelle le Patakos depuis les colonels. Mais non, c'est parce qu'aussi à chaque fois les pays ont une histoire. Donc par exemple, au fond, être propriétaire en Grèce, c'est être grec quelque part. C'est un pays qui est récent. Dans d'autres pays, la propriété, même en Angleterre, puis quand on monte encore plus haut, vers la Scandinavie, le taux de propriétaires baisse. Un des pays, indépendamment de ça, qui a le plus faible taux de propriétaires, c'est le canton de Genève. Donc c'est très difficile de savoir est-ce qu'il faut être propriétaire ou est-ce qu'il faut être locataire. Il faut regarder toutes ces situations qui sont assez différentes, et je trouve que la réponse est extrêmement difficile à faire. Si, quand même. Votre question était agréable parce que succincte, merci. Mais du coup, elle nous amène évidemment à essayer de la compléter et de la traduire. Moi, j'ai envie de dire, où est le problème ? Dans un cas comme dans l'autre, où est le problème ? Il y en a. Il peut y en avoir. Et effectivement, il peut y en avoir quand quelqu'un se trouve dans une situation qui n'est pas celle qu'il souhaiterait. Ça arrive régulièrement. Beaucoup de gens sont locataires, aimeraient devenir propriétaires. Ça peut aussi arriver dans l'autre sens, et il me semble que dans le traitement de cette question horriblement complexe, on oublie aussi l'autre sens, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires et qui, pour des raisons, vous oublierez évidemment que je vous ai dit ça, puisque mon devoir de réserve m'empêche de le faire, peuvent se trouver dans des situations où c'est la fiscalité des mutations qui le contraint à rester propriétaire, y compris contre son gré. Donc c'est un domaine dans lequel l'action de la puissance publique, quand elle essaie d'orienter, notamment par l'outil fiscal, la propension des gens à faire autrement que ce qu'ils veulent, cette action-là est souvent contre-productive. Merci. Nous arrivons à la fin de cette discussion. Merci évidemment à tous nos intervenants d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous de vous être intéressés à ce sujet passionnant qu'est la ville de demain. On l'a vu, qui soulève beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. On retiendra qu'il faut y réfléchir tous ensemble, qu'il faut la planifier pour savoir ce qu'on veut, qu'il faut la rendre plus durable. Voilà, beaucoup de choses très riches. Merci à tous. Très bonne continuation pour ces rencontres capitales.